Je m'appelle Claire et je travaille comme barmaid dans un petit établissement de nuit sur une route départementale, à la sortie de notre ville. Ce n'est pas le genre d'endroit chic, juste un bar routier avec une ambiance tamisée où les habitués se connaissent tous et où le jukebox passe les mêmes vieux tubes rock depuis des années. Notre clientèle, c'est surtout des locaux, quelques routiers de passage et parfois des touristes perdus qui cherchent un verre bien tassé. J'aime ce boulot même si c'est prévisible. Les pourboires sont corrects et j'ai appris à gérer tous les types de clients. Les bavards, les dragueurs, les silencieux et ceux qui veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Les week-ends, c'est l'enfer, mais en semaine, je travaille seul. Pas même d'aide-serveur qui passe de temps en temps. C'est plus calme, mais parfois ça me manque d'avoir de la compagnie. Je reste toujours vigilante pendant mes services parce qu'on a parfois des bagarres, vu le genre des clientèles qu'on attire. C'est pour ça que j'ai tout de suite remarqué ce type, c'était un mardi, vers 1h du matin quand il est entré. Je dirais la fin quarantaine, mais impeccablement habillé et soigné. Pas le genre qu'on voit d'habitude chez nous à cette heure-là et dans ce coin. Il portait un col roulé noir sous un manteau en cuir, visiblement de qualité. Tout chez lui respirait l'argent, mais pas de manière ostentatoire. Il a regardé autour de lui lentement avant de s'approcher du comptoir et de s'asseoir. Il avait une posture étrangement droite, presque militaire. Quand je me suis approché, il a jeté un coup d'œil aux bouteilles derrière moi et a commandé quelque chose de haut de gamme sans hésiter. Pendant que je lui servais son verre, il m'a demandé si j'aimais travailler ici, avec un sourire. C'était une question assez normale. Alors je lui ai répondu honnêtement que oui, et j'ai même plaisanté sur le métier de barmaid. Je dois dire que je n'ai pas eu de mauvaises vibrations au début. Il semblait vraiment sympathique, comme ces pères de famille qu'on voit au match de foot qui encouragent toute l'équipe. On a discuté un moment, ce qui ne me dérangeait pas vu que le bar était plutôt calme. Puis il m'a demandé si je n'avais jamais pensé à faire quelque chose de plus grand. J'admets que c'était un peu bizarre, mais pas totalement flippant non plus. Je lui ai répondu avec mon sourire professionnel que j'étais contente pour l'instant. Il a hoché la tête et bu une gorgée, semblant déçu par ma réponse, pour des raisons que je ne comprenais pas. Après un long silence, il m'a demandé à quelle heure je finissais. Ça m'a surprise. Je n'avais détecté aucun signe de drague de sa part. Alors j'ai été déçu de découvrir que notre conversation n'était qu'une tentative de plus pour avoir mon numéro. J'ai souri et donné une réponse vague, essayant de l'écarter gentiment, sans paraître coincé. Avant qu'il puisse répondre, je me suis occupé en essuyant le comptoir, mais il n'a pas insisté. Il a juste souri, comme s'il savait déjà, a vidé son verre et sorti un billet de 100 € tout neuf qu'il a posé délicatement sur le bar comme si ce n'était rien. Puis, sans un mot de plus, il est parti dans la nuit. Je ne savais pas quoi penser de cette rencontre. Je sais que ça n'a l'air de rien, mais son attitude était tellement hors de mon radar que ça m'intriguait. Enfin, je me suis dit que je ne le reverrai jamais et j'ai continué ma vie. Mais j'avais tort, une semaine plus tard, il est revenu. Sauf que cette fois, il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui qui a tout de suite attiré mon attention parce que je ne l'avais jamais vue. Elle devait avoir dans les 35 ans et était habillée d'une façon qui ne collait pas vraiment avec son âge, trendy mais décalé, comme quelqu'un qui essaie un peu trop fort de se fondre dans une foule plus jeune. Je les ai observés attentivement quand ils se sont approchés du bar. Tout chez elle semblait calculé, de sa façon de sourire trop facilement à sa manière de s'appuyer contre le comptoir, comme si on était déjà amis. Pendant que je posais, des serviettes devant eux, la première chose qu'elle m'a dite n'était ni un bonjour ni une commande, mais un compliment. Elle a affiché ce sourire excessivement joyeux et m'a dit « Tu es si jolie ». Ses doigts ont effleuré mon bras en disant ça, s'attardant juste une seconde de trop. J'ai ri et l'ai remercié, mais j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait chez cette femme. L'homme ne parlait pas, ce que j'ai trouvé aussi un peu étrange vu qu'il avait été si bavard la dernière fois. Ils ont commandé des verres, et c'est là que les questions ont commencé à pleuvoir. La femme m'a demandé depuis combien de temps je travaillais ici, quel âge j'avais, et plein d'autres questions de small talk comme ça. Je répondais par de courtes phrases polies, mais j'avais l'impression que ce n'était pas du small talk. Elle m'étudiait. Un moment, elle a regardé l'homme et il semblait qu'il communiquait sans parler. Elle s'est retournée vers moi et m'a dit qu'elle dirigeait un club événementiel exclusif. Elle s'est penchée un peu en le disant, baissant la voix comme pour éviter d'être entendue par un autre client. Elle m'a dit qu'elle cherchait toujours de jeunes gens amusants pour des soirées privées et que je pourrais me faire beaucoup d'argent. 10 000 € pour un week-end.
J'ai lâché un petit rire forcé et lui ai dit que ça paraissait trop beau pour être vrai. Elle a insisté que c'était réel et m'a dit qu'un tas de filles comme moi travaillaient pour eux. Son sourire n'a jamais vacillé, ce qui commençait vraiment à me faire flipper. Elle a ramené la conversation sur le travail, tournant autour des mêmes mots, amusant, sûr, exclusif. Puis, désinvoltement, elle a dit « Tu devrais sortir une... seconde, il y a quelqu'un qui peut mieux t'expliquer. » Mon pouce s'est accéléré. Je ne plaisantais plus à ce moment-là. Je n'ai même pas pris la peine de faire semblant de ne pas être flippé. « Ça va aller ?» ai-je dit d'une voix ferme, sans sourire cette fois. C'est alors qu'un groupe de clients est entré en riant et en parlant fort. L'expression de la femme a changé instantanément, son masque amical glissant légèrement avant qu'elle se tourne vers l'homme à côté d'elle. Sans un mot de plus, ils sont partis. Je mentirais si je disais que ça ne m'avait pas perturbé. Ces gens venaient de me faire une proposition pour Dieu sait quoi. J'ai raconté la situation à mes collègues et à mon patron, et on a tous été d'accord pour ouvrir l'œil au cas où ces gens reviendraient. Mon patron m'a assuré qu'il était toujours à 15 minutes de route si j'avais besoin de lui, et les caméras de sécurité du bar suffisaient généralement à dissuader tout comportement suspect. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire au-delà de ça. Ce n'est pas comme si ces gens avaient fait quelque chose d'illégal. J'ai essayé de ne plus y penser, mais quelques nuits plus tard, après la fermeture, j'ai vu la voiture. Elle était garée de l'autre côté de la rue, moteur éteint, juste là. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, mais la sensation d'être observé m'a parcouru comme de l'électricité statique. En marchant vers ma voiture, j'ai gardé la tête baissée, mes clés serrées dans ma main. Quand je suis sorti du parking, j'ai vérifié mes rétroviseurs. La voiture me suivait. Elle restait assez loin pour éviter les soupçons, mais à chaque virage que je prenais, elle était toujours là. J'ai pris un tournant au hasard dans une rue secondaire. Elle a suivi. Un autre toujours là. J'ai commencé à paniquer intérieurement. Je savais que c'était eux. Je me suis forcé à rester calme, à réfléchir. Puis, sans hésiter, j'ai mis le cap sur le commissariat, serrant le volant si fort que mes jointures s'étaient pratiquement blanches. La seconde où je me suis garé, la voiture a filé. Rien ne s'est passé après ça pendant un moment, mais je savais que ce n'était pas fini. Il s'est avéré que j'avais raison. C'était un service de semaine calme. Presque personne ne venait. Vers minuit, j'essuyais le comptoir en pensant à fermer plus tôt. Quand la porte a grincé, c'était la femme. J'ai immédiatement envoyé un texto à mon patron aussi discrètement que possible. Quand j'ai relevé les yeux, la femme me regardait avec ce même sourire artificiel. Elle s'est approchée lentement du bar et s'est assise, les mains sagement croisées. J'étais en train de débattre pour lui dire simplement de partir quand elle a dit « Je pensais venir prendre de tes nouvelles ». Mon estomac s'est noué, mais j'ai fait de mon mieux pour le cacher. Je lui ai dit qu'on était sur le point de fermer et qu'elle devait partir, mais elle a fait cette moue boudeuse et a demandé juste un old-fashioned. J'ai pensé à refuser, mais je me suis dit que préparer le cocktail me ferait gagner du temps jusqu'à l'arrivée de mon patron. Je me suis retourné et j'ai commencé, essayant de garder mon calme. Et puis, je l'ai entendu. Le petit clic caractéristique de la porte d'entrée qui se ferme. Je me suis retourné d'un coup. La femme avait disparu. J'ai senti cette horrible sensation au creux de l'estomac en me dirigeant vers l'entrée. À travers la vitre, je l'ai vue. Un van noir qui ronronnait juste devant. Sans réfléchir, j'ai verrouillé la porte aussi vite que possible. Puis j'ai entendu du métal qui cliquetait depuis la porte de derrière. Quelqu'un essayait d'entrer. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé la chose la plus lourde que j'ai pu trouver. Un shaker en métal, et je l'ai serré comme une arme en composant le 17 de mon autre main. Il n'y avait aucune chance que la police arrive à temps. Alors j'ai pensé à faire une course vers la porte d'entrée, mais je ne l'ai pas fait. Pour une raison quelconque, je me préparais à me battre quand j'ai vu de phares entrer dans le parking. C'était mon patron. Les bruits à la porte de derrière se sont soudainement arrêtés, et quelques secondes plus tard, le van est sorti du parking dans un crissement de pneus. J'ai serré mon patron dans mes bras et lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il avait relevé la plaque du van pendant qu'il partait. Quand les flics sont arrivés, mon patron a visionné les images de surveillance avec eux. C'était pire que Jen l'avait imaginé. Juste avant que la femme parte, les caméras avaient capturé 2 silhouettes masquées accroupies près de la porte d'entrée qui attendaient. Il y avait une autre personne à l'arrière, qui tapait sur la porte avec son poing, essayant clairement de me faire sortir par devant. C'était carrément horrifiant. Pour empirer les choses,
Le numéro de plaque que mon patron avait noté s'est avéré être non enregistré. Ça fait pas mal de temps depuis cet incident, mais aucun progrès n'a été fait. La seule bonne nouvelle, qui est sortie de tout ça, c'est que mon patron ne me fait plus travailler seul. Malgré ça, je suis encore extrêmement mal à l'aise chaque fois que je suis programmé pour un service de nuit. Je me demande encore comment il savait que je travaillerais seul. Ça n'a aucun sens. Même maintenant, je pense souvent à ce qui se serait passé si j'avais cédé à la peur et couru vers l'entrée. Je travaillais de nuit dans une station-service avec supérette sur un tronçon calme de l'autoroute A6. Je dis « travaillais » parce qu'après ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, je ne ferai plus jamais d'équipe de nuit. C'est une petite station. Le genre qui n'a pratiquement aucune clientèle une fois la nuit tombée. La plupart de mon service consistait à réapprovisionner les rayons, nettoyer les comptoirs et parfois encaisser un routier ou un voyageur de passage. Je me souviens de tout très clairement. Il était juste passé 2h30 du matin. À ce moment-là, même les routiers s'étaient raréfiés et il ne me restait pratiquement rien à faire. Je faisais défiler mon téléphone sans but pour tuer le temps. À un moment, je suis sorti prendre l'air, frottant mes mains l'une contre l'autre à cause du froid. J'ai expiré plusieurs fois, regardant mon souffle disparaître dans le froid. Le parking était vide. Juste les pompes, la route et l'étendue sombre d'arbres au-delà. L'enseigne au néon clignotait faiblement, et je me souviens qu'il faisait brumeux, comme si on pouvait littéralement voir l'humidité dans l'air. Même avec l'autoroute pas trop loin, c'était plutôt silencieux. Juste au moment où j'allais retourner vers le magasin, j'ai remarqué quelque chose bouger du coin de l'œil. J'ai tourné la tête brusquement et j'ai réalisé qu'il y avait une personne debout derrière une des pompes. Comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt? Il portait un sweat à capuche rouge foncé avec la capuche relevée et avait les deux mains enfoncées dans ses poches. Il n'y avait pas de voiture en vue, donc il n'était visiblement pas en train de faire le plein. Le truc, c'est qu'il ne semblait pas non plus se diriger vers le magasin. Il était juste là, à moitié tourné vers la boutique comme s'il m'observait. Au début, je me suis dit qu'il attendait peut-être quelqu'un, mais quelque chose dans sa façon de bouger me dérangeait. Il se déplaçait en cercle de manière bizarre. Je suis rentré dans le magasin, mais j'ai fait attention à le surveiller à travers la vitre. Je l'ai gardé à l'œil en faisant semblant de ne pas le regarder, espérant que quelqu'un allait venir le chercher ou quelque chose. Mais après quelques minutes, il a commencé à marcher vers la porte. Lentement au début. Puis, soudain, il a poussé la porte comme s'il venait de se décider d'un coup. Il s'est approché du comptoir mais n'a rien dit tout de suite. Il m'a juste fixé comme s'il me jaugeait. Puis de manière précipitée, presque répétée, il a marmonné que sa voiture était tombée en panne juste avant les pompes. Il a dit qu'il avait besoin d'un dépannage, ou peut-être juste d'un peu d'essence pour arriver à la prochaine ville. J'étais littéralement choqué. Il n'essayait même pas de rendre son histoire crédible. Je n'arrivais pas à croire qu'il s'attendait vraiment à ce que je gobe son histoire à la con. J'ai proposé d'appeler une dépanneuse à la place. « Non, non », a-t-il dit trop vite en secouant la tête. Il avait juste besoin d'une lampe torche, peut-être d'aide pour vérifier sous le capot. Quelque chose clochait définitivement. Sa façon de parler, sa façon de regarder ma réaction, on aurait dit une test. Pour être honnête, les gens qui entrent dans les stations-service à cette heure-là sont généralement un peu bizarres et j'ai commencé à me demander s'il avait vraiment besoin d'aide et était juste une personne étrange ou sous l'influence de quelque chose. Je lui ai demandé où sa voiture était garée et il m'a dit que c'était juste après l'entrée de l'autoroute. J'étais évidemment sceptique, mais puis il a pointé le moniteur derrière moi. Je me suis retourné pour regarder l'écran et à ma surprise, il y avait effectivement une voiture garée là-bas. Je me suis dit « Oh merde, peut-être que ce type a vraiment besoin d'aide. » Et c'est là que ça m'a frappé. Je venais littéralement de sortir et j'aurais remarqué une voiture garée là. J'ai regardé à nouveau le moniteur et j'ai vu le plus léger mouvement près du pare-choc arrière de la voiture. Quelqu'un était accroupi, juste hors de vue. Une vague de terreur froide m'a frappé. J'ai forcé un sourire décontracté et j'ai accepté d'aider le type, mais pas avant de lui dire que j'avais besoin de prendre mon téléphone dans le bureau du fond. Je me suis retourné lentement, ne voulant pas l'effrayer, mais à la seconde où j'étais hors de sa vue directe, j'ai frappé ma main sur le bouton de panique d'urgence sous le comptoir. L'alarme s'est déclenchée instantanément, hurlant dans le magasin. Je m'attendais à ce qu'il m'attaque, mais ce qu'il a fait à la place était encore plus troublant. Son énergie nerveuse a disparu. Plus de fausses urgences, plus de transfert de poids d'un pied sur l'autre. Il s'est en fait détendu. Tout son langage corporel a changé.
Puis il a souri. Pas un sourire paniqué, pas un sourire embarrassé non plus. Un sourire lent et entendu, comme s'il avait tout son temps. Comme si qu'était amusant pour lui. J'étais sous le choc. Je n'ai même pas eu le temps de devenir physique avec lui. D'un mouvement fluide, ils est retourné et a filé. J'ai couru vers les moniteurs juste à temps pour les voir tous les deux décoller. Pas vers la voiture, mais dans les bois derrière la station. La voiture était juste restée là. Moteur éteint, phares éteints, personne à l'intérieur. Quand la police est arrivée, c'était exactement comme je l'avais vu. La voiture était toujours là, mais les sommes avaient disparu. Pas d'empreinte de pas qui s'éloignait. Aucun signe d'eux nulle part. Et puis un des officiers a signalé quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. La portière passager avant était ouverte. Il y avait eu une troisième personne à l'intérieur tout le temps. La police a pris ma déposition, j'ai remis les images de surveillance et c'était tout. Quelques jours plus tard, ils ont fait un suivi avec moi. Ils avaient fait remorquer la voiture et vérifier les plaques. Il s'est avéré qu'elle avait été déclarée volée près d'une semaine plus tôt, à plus de 150 km. Personne n'était venu la réclamer. Aucun rapport de personne disparue. Aucun autre crime lié à elle. Juste un véhicule abandonné au milieu de nulle part, sans explication. C'était il y a des mois et toujours rien. Je ne sais pas pourquoi les supérettes sont des cibles si populaires, mais je peux dire avec certitude que je ne ferai plus jamais d'équipe de nuit. Ce qui me hante le plus, c'est de penser à ce qui se serait passé si j'étais sorti avec eux pour vérifier leur voiture. 3 hommes contre moi, dans l'obscurité, loin de tout témoin. J'avais eu de la chance. Mon instinct m'avait sauvé. Mais combien d'autres employés de nuit n'ont pas eu cette chance? Combien de fois ces hommes avaient-ils tenté le même coup? Et cette troisième personne dans la voiture? Depuis combien de temps m'observait-elle avant que les 2 autres n'entrent? Avait-il étudié mes habitudes, mes horaires? Ces questions me rongent encore. Désormais, je ne travaille que de jour. Les nuits appartiennent aux prédateurs et je refuse d'être leur proie. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Je travaille de nuit dans un hypermarché Carrefour. Ce n'est pas le pire boulot du monde, mais au bout d'un moment, on a l'impression de flotter dans le temps. Les nuits se mélangent, même rayon, même routine, même bourdonnement sourd des néons au plafond. J'espère que quelque chose de mieux se présentera bientôt. D'habitude, je traîne dans le rayon électronique pour faire les stocks, ce qui est sympa parce que c'est plus calme que les autres secteurs. Les gens ne se ruent pas exactement à 2 heures du matin pour acheter des chargeurs de téléphone et des enceintes Bluetooth. La plupart des clients sont soit des noctambules qui tuent le temps, soit des routiers qui prennent des trucs de dernière minute avant de reprendre la route. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Au début, je n'y ai pas fait trop attention. Juste un autre type qui errait dans les allées, attendant probablement quelqu'un. Mais au bout de quelques minutes, j'ai réalisé qu'il ne faisait pas ses courses. Il ne faisait même pas semblant, il n'arrêtait pas d'apparaître. Chaque fois que je levais les yeux, il était dans les parages, traînant dans l'allée d'à côté ou se tenant un peu trop immobile près de la section des marques. Il ne regardait rien. Il était juste là, debout, à me mater. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Le magasin est grand et peut-être qu'il prenait juste son temps. Mais sa façon de bouger, toujours juste assez près pour que je le remarque, sans jamais rien prendre, ça a déclenché quelque chose de profond dans mes tripes. J'attendais qu'il se lance et me demande mon numéro, mais il ne s'est jamais approché de moi. C'était comme s'il voulait que je le voie, ce qui n'avait aucun sens pour moi. Je suis allé pour appeler quelqu'un par radio, mais j'ai réalisé que les piles de ma radio devaient être mortes, parce qu'elles ne marchaient pas. Finalement, j'ai commencé à me demander si je devais aller chercher un manager quand j'ai senti une main s'enrouler autour de mon bras. J'ai failli sortir de ma peau, mais avant que je puisse réagir, la voix d'une femme a résonné, forte, amicale, excessivement familière. Elle s'exclame « Te voilà !» avant de se lancer dans un petit discours sur comment elle m'avait cherché partout. Je me suis retourné, complètement désorienté, et j'ai vu une femme que je n'avais jamais vue de ma vie. Elle souriait, sa prise ferme sur mon bras comme si on était de vieilles amies qui se retrouvaient. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est penchée et a chuchoté, son ton passant à quelque chose de bas et urgent. « Ce type t'a filmé. Suis-moi. » Mon estomac est tombé. J'ai tourné la tête légèrement, juste assez pour jeter un coup d'œil en arrière. L'homme était toujours là, sauf que maintenant il ne faisait même plus semblant de faire du shopping. Il me fixait directement. Une vague de peur froide m'a parcouru. Je l'ai laissé me tirer, je n'ai même pas questionné. Sa façon de saisir mon bras,
Sa façon de parler si fort et désinvolte comme si on était deux vieilles amies qui se retrouvaient, je m'y suis accroché. J'étais plus que reconnaissante que quelqu'un ait réalisé ce qui se passait et se soit mise dans une position inconfortable juste pour m'aider. Elle a continué son numéro pendant qu'on marchait, bavardant sur quelque chose, peut-être un voyage qu'elle avait fait, peut-être une blague privée qu'on était censé partager. J'ai à peine traité les mots. Mes pensées étaient bloquées sur lui. Est-ce qu'il m'avait vraiment filmé? C'était flippant à mort. Je voulais savoir s'il nous suivait encore, mais je n'arrivais pas à trouver le courage de me retourner. La femme m'a guidé à travers les allées, bougeant vite. J'ai à peine remarqué où on allait, seulement qu'on avançait, que la distance entre moi et cet homme grandissait. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle arrête de prétendre me connaître à un moment donné, mais elle a continué. À un moment, ça devenait un peu inconfortable, alors j'ai regardé, derrière moi et à mon soulagement, cet homme ne nous suivait plus. La femme a continué à me tirer vers l'avant. Je lui ai dit qu'on était tranquille maintenant, et qu'on devrait probablement aller trouver mon manager, mais elle a juste serré mon bras plus fort en me disant qu'il rôdait quelque part. Je me suis dit, et alors, qu'est-ce qu'il va faire dans un magasin plein d'employés? J'étais évidemment inquiète au début parce qu'il n'y avait personne dans les parages, mais maintenant que je n'étais pas seule, j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait plus vraiment de raison d'avoir peur. Je lui ai dit ça, mais elle a continué à bouger. Je lui ai dit que j'étais sérieuse et j'ai planté mes pieds, tordant légèrement mon bras pour desserrer sa prise. « Tu peux me lâcher maintenant », ai-je dit, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a souri, mais il y avait quelque chose de décalé dedans. « Allez, juste un peu plus loin », a-t-elle dit, me tirant pratiquement à ce moment-là. J'ai regardé autour du magasin. Il était pratiquement mort. On avait dépassé les caisses, dépassé l'escaisse automatique, dépassé les allées qui voyaient le plus de passages. La section entrepôt se profilait devant, faiblement éclairée et presque vide. Au-delà, c'était la sortie latérale, celle sans caméra, celle que les employés utilisent pour charger les livraisons. C'est là que ça m'a frappé. Elle me menait droit à la sortie. Je n'ai pas réfléchi. J'ai crié à l'aide en arrachant mon bras de sa prise de toutes mes forces. Elle a perdu sa prise juste assez pour que je puisse me libérer. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. Je me suis retourné et j'ai couru vers l'avant du magasin. Pendant que je fuyais, elle a crié quelque chose derrière moi. Elle m'a dit de revenir, suivi de mon prénom que je ne lui avais pas donné. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je voie un de mes collègues qui courait vers moi, réagissant probablement à mes cris. Je lui ai dit d'appeler la sécurité, ce qu'il a fait promptement. Cette femme était partie depuis longtemps quand j'ai raconté mon histoire aux agents de sécurité. Cette femme et cet homme étaient invisibles. Ils ont visionné les images de surveillance et, comme je le soupçonnais, la femme et l'homme étaient entrés dans le magasin ensemble. Elle était avec lui depuis le début. Le visage de l'homme était clair comme de l'eau de roche sur une des images, mais le sien était toujours détourné. J'avais le sentiment qu'elle était le cerveau derrière toute l'opération. Alors j'étais furieuse que les caméras n'aient pas capté son visage. Chaque seconde de ça avait été planifiée. La police s'est impliquée et toute l'affaire a été classée comme tentative d'enlèvement. J'attends encore une résolution. Cet homme devrait définitivement être facile à traquer, vu que son visage a été pris sur caméra. Je n'ai aucune idée de comment cette femme connaissait mon prénom. C'est ce qui me terrifie le plus. Ces gens ne m'avaient pas juste choisi au hasard. J'étais une cible directe. Comment connaissait-il mon nom? Depuis combien de temps me surveillait-il? Avait-il étudié mes horaires, mes habitudes? Est-ce qu'il savait où j'habitais aussi? Cette pensée me glace le sang. S'ils connaissaient mon prénom sans que je le leur ai dit, qu'est-ce qu'ils savaient d'autre sur moi? Et leur plan était si bien rodé. L'homme qui fait semblant de me filmer pour créer la peur, la femme qui joue la Samaritaine pour gagner ma confiance, puis qui me mène directement vers la sortie sans caméra. Combien de fois avait-il fait ça avant? Combien d'autres filles avaient-elles suivi cette femme jusqu'à cette sortie? Combien n'avaient pas eu ma chance de réaliser le piège à temps? Le pire, c'est de savoir qu'ils sont toujours là, quelque part, en liberté, cherchant probablement leur prochaine victime dans un autre magasin, une autre ville. Désormais, je regarde constamment par-dessus mon épaule. Je ne fais plus confiance aux inconnus qui essaient de m'aider. Et chaque fois que quelqu'un dit mon nom sans que je le lui ai dit, mon sang se glace. Car je sais que ces prédateurs sont patients. Ils planifient. Ils attendent le bon moment, la bonne victime, la bonne opportunité. Et la prochaine fois, leur victime n'aura peut-être pas ma chance. Je m'appelle Amélie, et jusqu'à il y a quelques semaines,
Je travaillais comme gardienne de nuit dans un immeuble de bureaux du 13e arrondissement de Paris, un bâtiment moderne de 8 étages qui abritait plusieurs entreprises de conseil et de communication. Le genre d'endroit silencieux comme une tombe, une fois que tout le monde est parti. Mon travail consistait à faire des rondes toutes les 2 heures, vérifier que toutes les portes étaient bien fermées, que les systèmes de sécurité fonctionnaient et m'assurer qu'aucun intrus ne s'était introduit dans les locaux. C'était plutôt tranquille comme boulot. Je pouvais étudier entre les rondes, regarder des séries sur mon téléphone, lire. Le salaire était correct pour un travail d'étudiante. L'immeuble avait été construit dans les années 90 et possédait ce charme froid des constructions modernes. De longs couloirs éclairés par des néons, des bureaux vitrés partout et un système de ventilation qui créait parfois des bruits étranges dans le silence de la nuit. J'avais pris ce poste il y a 6 mois et je m'y étais habitué rapidement. Les premières semaines, les bruits nocturnes m'avaient un peu inquiété. Craquement, grincement, le bruit sourd de l'ascenseur qui bougeait parfois sans raison apparente. Mais mon superviseur m'avait expliqué que c'était normal dans ce genre de bâtiment. Les changements de température, les systèmes automatiques, les vieux équipements qui se déclenchent. Ce qui a tout changé, c'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines, un mercredi soir vers 1h du matin. Je venais de terminer ma première ronde et j'étais retourné à mon poste de surveillance au rez-de-chaussée quand j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel sur les écrans de vidéosurveillance. Au 3e étage, dans le couloir près des ascenseurs, j'ai aperçu une silhouette. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un employé qui avait oublié quelque chose et qui était revenu le chercher. Ça arrivait parfois, même si c'était rare à cette heure-là. Mais en regardant plus attentivement, quelque chose clochait. La personne ne bougeait pas. Elle était juste là, debout, au milieu du couloir, immobile. Et surtout, je n'avais entendu aucun badge d'accès se déclencher, aucune porte s'ouvrir. Comment cette personne était-elle entrée? J'ai changé de caméra pour avoir un meilleur angle, mais quand je suis revenu sur celle du 3e étage, la silhouette avait disparu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai vérifié toutes les caméras des étages, une par une. Rien. Pas trace de qui que ce soit. J'ai attrapé ma lampe torche et mes clés et je suis monté au 3e étage. Le couloir était désert, exactement comme il devait l'être. J'ai vérifié toutes les portes. Elles étaient toutes fermées à clé. J'ai inspecté les toilettes, la kitchenette, les espaces de stockage. Rien. Je me suis dit que j'avais dû voir des ombres ou un reflet bizarre sur les caméras. Ça arrive parfois avec ce matériel, mais le lendemain soir vers 2h30, c'est arrivé encore. Cette fois, c'était au 5e étage, la même silhouette immobile au milieu du couloir. Et encore une fois, quand j'ai changé de caméra puis que je suis revenu, elle avait disparu. Cette fois-ci, j'ai couru jusqu'au 5e étage, prenant l'escalier plutôt que l'ascenseur pour aller plus vite. Mais là encore, rien. Couloir vide, porte fermée, silence total. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que les caméras avaient un problème technique? Est-ce que quelqu'un s'amusait avec moi? Mais comment quelqu'un pourrait-il entrer dans le bâtiment sans déclencher les alarmes? Le vendredi soir, j'ai décidé de rester particulièrement vigilante. J'ai gardé les yeux rivés sur les écrans de surveillance, passant d'une caméra à l'autre sans interruption. C'est à 3h17 précisément que je l'ai vue. 7e étage cette fois. Mais cette fois, au lieu de rester immobile, la silhouette bougeait. Elle marchait lentement dans le couloir, s'arrêtant devant chaque porte de bureau, comme si elle cherchait quelque chose. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler la police, mais quelque chose m'a arrêté. La façon dont cette personne bougeait. Il y avait quelque chose d'étrange, d'inhumain presque. Elle glissait plus qu'elle ne marchait. J'ai gardé les yeux fixés sur l'écran, terrifié, mais fasciné. La silhouette s'est dirigée vers les ascenseurs et a disparu du champ de vision de la caméra. Mon sang s'est glacé quand j'ai entendu le ding de l'ascenseur qui arrivait au rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes. Il n'y avait personne. À l'intérieur, à ce moment-là, toutes les lumières du hall se sont éteintes d'un coup. Je me suis retrouvé dans le noir complet, avec seulement la lueur des écrans de surveillance pour m'éclairer. J'ai attrapé ma lampe torche d'une main tremblante et l'ai allumée. Le faisceau de lumière dansait partout où je le dirigeais, mais je ne voyais rien d'anormal. C'est alors que j'ai entendu des pas, lents, réguliers, qui venaient du couloir principal. Quelqu'un ou quelque chose se dirigeait vers mon poste de garde. Je me suis caché sous le bureau, éteignant ma lampe torche et retenant ma respiration. Les pas se rapprochaient, résonnant dans le silence oppressant du hall. Ils se sont arrêtés juste devant mon bureau. J'ai attendu, terrifié,
n'osant pas bouger. Les secondes semblaient durer des heures. Puis, j'ai entendu une voix de femme douce mais glaciale. « Je sais que tu es là, Amélie. Comment cette chose connaissait-elle mon nom? Tu ne devrais pas être ici si tard. Ce bâtiment a une histoire que tu ne connais pas. » Je tremblais de tous mes membres, essayant de rester silencieuse. Il y a 15 ans, une gardienne de nuit comme toi est morte dans cet immeuble. Elle s'appelait Margot. Elle est tombée dans la cage d'escalier du 8e étage. Accident ou pas, la voix semblait venir de partout à la fois. Depuis, elle veille. Elle protège cet endroit des vivants qui osent troubler son repos. Comprends, Amélie? Soudain, toutes les lumières se sont rallumées. J'ai attendu encore quelques minutes avant de sortir de ma cachette. Le hall était vide. J'ai vérifié toutes les caméras. Rien. Comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Le lundi matin, j'ai démissionné. J'ai inventé une excuse bidon sur mes études qui devenait trop prenante. Mais avant de partir définitivement, j'ai fait des recherches sur l'immeuble et j'ai trouvé un article de journal de 2008. Margot Dubois, 24 ans, gardienne de nuit, retrouvée morte au pied de l'escalier du 142 avenue de Choisy. Les circonstances de sa chute restent inexpliquées. Le même immeuble, le même poste que j'occupais. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté. Est-ce que Margot se serait contentée de m'avertir? Ou est-ce que j'aurais eu le même sort qu'elle? Ce que je sais, c'est que certains endroits gardent les traces de ceux qui y ont vécu et qui y sont morts, et que parfois, les morts n'aiment pas partager leur territoire avec les vivants. Depuis, je ne travaille que de jour, et je ne remettrai plus jamais les pieds dans un immeuble de bureau la nuit.